les atouts de la biodiversité de la Polynésie française, les différentes essences de bois qui la composent ont des propriétés reconnues exceptionnelles. En Polynésie, comme dans beaucoup d'autres civilisations, le bois est associé à la connaissance. Il rythme l'histoire des Polynésiens depuis la nuit des temps. Le bois représente un élément fondamental. Il est la matière de nombreux outils, d'instruments de musique, de représentations divines, de bijoux et bien sûr de meubles et des matériaux de construction navale et d'habitation. Depuis plus d'un demi-siècle, les acteurs de la filière bois sur l'ensemble de la Polynésie française développent un programme de gestion de l'exploitation forestière, entre autres la plantation de pins caraïbes. Ce programme forestier, donc, il a commencé, les plantations sérieuses ont commencé dans les années 70 pour se finir dans les années 90. On a plusieurs milliers d'hectares qui ont été mis en place à l'échelle de la Polynésie, même aux Marquises, avec chaque année plusieurs centaines d'hectares qui étaient plantés par les forestiers du service du développement rural, qui s'appelait à l'époque service de l'économie rurale et qui est devenu aujourd'hui la direction de l'agriculture. Depuis 3-4 ans, les autorités ont vraiment fait un effort tout à fait sensible et significatif pour que cette filière se développe. Il faut savoir donc que les plantations de pinus sont arrivées à maturité donc aux alentours des années 2010, et il y a eu plusieurs tentatives malheureuses de lancement de cette filière. Et donc il y a quelques années, on a décidé de vraiment faire le maximum pour soutenir toutes les petites entreprises qui s'étaient créées, qui se sont créées, développées dans les îles. Dans certaines îles, c'est le premier employeur privé. Alors il y a toute une série de soutiens qui sont apportés par les pouvoirs publics, mais aujourd'hui la filière est en plein développement. On peut considérer que la filière bois polynésienne a deux branches distinctes. Celle du bois comme matériau de construction, notamment avec le pin caraïbe, et celle des bois précieux qui servent à la réalisation des objets comme les meubles, les instruments de musique ou la sculpture. Partons sur Hivaoa aux Marquises. Ici, entre l'exploitation forestière, la sculpture et la menuiserie, le bois est une ressource économique importante. Cela fait 30 ans que Christophe est menuisier à Hivaoa. C'est lui qui fabrique la plupart des meubles sur mesure dans l'île. Et il est très attaché à la qualité des différentes essences de bois local. Voilà. Alors en fait, je viens de raboter 2-3 essences locales. Hein. Donc là, on a le fameux pura, comme on dit en tahitien. Ici au Marquis, c'est le fao, qui sert généralement pour la construction marine. Hein. Voilà, parce qu'il est donc léger. Ensuite, on a le temanu. Donc là, une variété d'acajou. Hein. Celui-là, il est magnifique. Magnifique. Ça, c'est pareil. Hein. C'est un bois qui est beaucoup utilisé en sculpture. Énormément pour les casse-têtes aussi, ils aiment bien utiliser cette essence-là. C'est un bois qui est assez dense. On a l'incontournable tau, comme on dit, hein, l'essence prisée des sculpteurs, quoi. Entre lui et le bois de rose, voilà les deux essences principales, qui commencent à se raréfier forcément, puisque ça sculpte toujours, mais certainement que ça plante pas trop, quoi. Les sculpteurs qui n'ont pas de terre, forcément, sont obligés d'acheter leur bois. Et on a même des gars, des sculpteurs de Tawata, Fatoiva, qui viennent jusqu'ici pour acheter des lots de bois, quoi, ne serait-ce que à l'état de branches, quoi, même pas découpées en plateau. Donc des branches de 10 cm dans lesquelles ils vont faire des petits objets jusqu'à plus gros, quoi. Et ça coûte assez cher quand même, on peut le dire, quoi. Oui, il y a un tarif pour le bois qui est issu des terres domaniales. Ça, c'est normal. Si c'était gratuit, tout le monde irait le chercher. Enfin, c'est pas possible. Et puis, c'est un matériau noble qui a une valeur. Donc, le prix correspond à la valeur du matériau. Et si à l'époque, il suffisait de couper le bois dont on avait besoin, la surexploitation durant des décennies fait qu'il est devenu rare en plus d'être précieux. Pour les sculpteurs de Hivaoa, c'est un dilemme. Entre respecter la nature et exploiter leur art dans la tradition marquisienne,
tout est devenu un peu plus compliqué. Alors on s'adapte, comme Teiki, cet ancien professeur de sculpture. Avec ses fils, il parcourt le littoral à la recherche de bois morts pouvant être récupérés. Alors autrefois, pour nous les sculpteurs, au niveau de mes parents, on coupait le bois comme ça, comme on a envie de couper pour faire un objet d'art. Ici, on coupait le bois sans demander l'autorisation. Et bien après, on est obligé de faire la demande par le biais de l'administrateur d'État. Et lorsque, après, en 1977, l'obtention de l'autonomie, on est passé quand même au territoire, la demande se passe au niveau du SDR, le service local qui est chez nous présent jusqu'à aujourd'hui, qui a changé de nom, la DAG. Alors donc, à l'époque, on ne payait pas. On replantait, par exemple, on coupait un arbre, on plantait 4 pour remplacer l'arbre qui a été mort. Pour être sculpteur ici, il faut aussi savoir manier aussi bien la tronçonneuse que le ciseau à bois. Voilà. En quelques minutes, il transforme une simple branche de bois mort en planche de bois prête à être sculptée. C'est un travail physique et dangereux. Pour le fils, replanter les arbres pour assurer l'avenir de la famille est devenu primordial. Parce que pour moi, le bois c'est l'avenir. Et oui, effectivement, le bois c'est l'avenir. Parce que si on veut que la tradition se perpétue, il faut du bois. Il faut du bois parce que le bois il a été très sculpté, très apprécié par nos anciens et tout. Et même aussi concernant la vie sur Terre, les êtres vivants, on contribue un peu. Quand tu plantes un arbre, tu contribues à l'échelle de la vie, l'échelle de l'écosystème. Tu plantes un arbre, c'est beau de planter un arbre aussi. Ça fait partie de la nature. Sans elle, on n'est pas là. On a besoin tous d'être en contact, en communication. La forêt polynésienne, elle est bien connue pour son endémisme. On a énormément de plantes endémiques, notamment certains arbres. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'arbres qui étaient utilisables pour leur bois. On connaît bien le bois de rose, on connaît bien le tohu, le tamanu, qui étaient utilisés par les sculpteurs ou pour faire des objets aussi de la vie quotidienne. Donc ça, c'est la forêt naturelle. Ces arbres-là ont été assez rapidement quand même très exploités, surexploités, ont disparu quand même de pas mal d'îles. En tout cas, la ressource s'est raréfiée. Ça nous amène après dans les années 60-70 avec la velléité, la volonté du pays de l'époque, du gouvernement, des services administratifs et forestiers de l'époque, de créer de la ressource en bois. Donc l'idée du programme forestier tel qu'il a été conçu dans les années 70 et mis en place, c'était de, 1, produire du bois localement pour éviter les importations, 2, c'était de valoriser des terrains qui étaient éventuellement assez pauvres, érodés, très acides, très secs. Troisièmement, avoir du travail pour les gens qui habitent dans les îles. Tous les bois poussent ici aux Marquises. D'où l'intérêt de créer une filière bois. De nombreuses espèces exotiques ont été plantées ici, à peu près toutes les variétés d'acajou dans la plantation là-haut sur la montagne, du teck également. Donc ce sont des bois qui ont vraiment une grande valeur ajoutée, qui sont devenus précieux, car rares de par le monde, très demandés et rares. Et les plantations qui ont été faites déjà ont vraiment démontré la capacité qu'il y a ici. Plus que du travail, c'est aussi un patrimoine culturel et artisanal qui s'offre aux populations des îles polynésiennes.
la qualité des essences produites au Fénois permettrait même d'envisager l'exportation. Au niveau des espèces rares, devenues rares, comme le mahogany, l'acajou du Sénégal, le teck, effectivement, même si on n'a pas une énorme production, on peut devenir exportateur parce que ce n'est pas des bois qui vont être utilisés ici en quantité et qui ont tout un tas de débouchés dans la sculpture et surtout dans l'ébénisterie parce qu'ils permettent de faire des meubles magnifiques. Et à ce moment-là, c'est sur place ici. Et donc, c'est au-delà de la plantation du bois, c'est toute cette filière qu'il faut développer. Mais là, il y a le potentiel, complètement, c'est indiscutable, mais tout le travail reste à faire. La formation, tout est à faire de ce côté-là. C'est un potentiel, je pense, important. Sur le corps, nous faisons de la sculpture. Bon, moi, j'ai ma sculpture à moi. Ça, c'est Jonas, mon assistant, qui fait cette sculpture-là, typiquement marquisienne, hein, ce que Carl von Leinsteinen avait appelé la gravure ornementale des marquises. Il est originaire de l'île de Wauka. Chaque île a un petit peu sa technique et ses spécificités. Et à Wauka, ils font ce travail comme ça, très fin, qui n'est pas profond, assez superficiel, mais très fin. Les marquisiens en plus de leur motif traditionnel, ils ont vraiment un sens inné de la géométrie, de l'occupation de l'espace, je trouve. Mais pour vivre de la sculpture aujourd'hui, il ne suffit pas d'être sculpteur, loin de là. Il faut être chef d'entreprise parce qu'il faut gérer tout. La gestion, la communication, il faut être capable de faire des photos de ces objets, les mettre sur Internet, discuter avec les clients, en anglais souvent. Il faut être capable de faire un devis, de tenir des délais, enfin tout un tas de choses compliquées. Ça demande une telle formation, d'où l'intérêt comme ça d'une collaboration, comme nous faisons avec Jonas. Moi, j'ai fait des pièces. Moi, je me suis occupé du côté communication, commercialisation. Et lui, il n'a plus qu'à se lâcher dans ce qu'il sait le mieux faire. Et ça marche, n'est-ce pas, Jonas? Ouais. David Fabre rêvait de devenir luthier. Il s'est installé à Hivaoa et s'est mis à construire ses instruments de musique qui ont très vite été renommés au-delà de la Polynésie. Mais il s'est heurté à un problème d'approvisionnement de bois et cela a changé sa vie et aussi créé beaucoup d'emplois. En fait, au départ, pour faire les guitares, tu es obligé d'avoir un débit de bois très particulier. Mais moi, je voulais absolument fabriquer avec des bois d'ici, des bois polynésiens. Donc, il fallait que je débite mes bois. Et j'ai donc acheté une scierie pour faire mes débits de bois. C'est du côté de l'aéroport que se situe la scierie de David. Principale source d'exportation de bois de Hivaoa, l'entreprise est en perpétuel investissement pour améliorer la logistique, mais aussi la sécurité. Ça, ces investissements, en fait, j'en fais régulièrement des investissements. Au fur et à mesure, j'améliore la sécurité, tu vois, du travail. Tu vois, avant le gars, il prenait ça. Donc tu vois, tu peux mettre ta main dessus, t'as accès, tu vois, c'est un peu dangereux, quoi. Hein. Et en fait, maintenant, la lame est à l'intérieur. Là, il touche plus, quoi. Donc tu appuies avec un pied, la lame remonte. Voilà, il n'y a plus de risque de blessure. Et en fait, c'est ça qui presse le bois aussi. Tu vois, qui le tient. C'est plus ta main qui tient le bois, en fait. Il y a des aides directes, par exemple, qui consistent à
prendre en charge une partie du coût d'investissement relativement élevé nécessaire à l'exploitation des scieries. Donc la plupart des scieurs actuels ont bénéficié ou bénéficient de ces dispositifs d'aide, notamment pour renouveler leur matériel. Ensuite, il y a une aide importante qui consiste à prendre en charge le fret agricole des îles vers Tahiti. Ça, c'est quelque chose d'essentiel, donc pour permettre de faire arriver le bois à un coût comparable au bois importé. Et enfin, on a également des aides sur le traitement. Et on a toute l'aide à l'exploitation même des massifs, c'est-à-dire la prise en charge des réhabilitations de pistes de desserte pour accéder à ces massifs et la fourniture de plans d'aménagement. Et puis enfin, des conventions passées avec les scieries pour leur garantir l'accès à la ressource, aujourd'hui essentiellement sur les domaines du pays, mais qui à terme s'étendra également sur les propriétés privées. En fait, un sol en forêt te donne toujours la même production de bois. Mais la différence, par exemple, tu peux avoir soit des gros comme ça qui vont être espacés, ou plein de petits, tu vois. Il y a toujours le même volume de bois. C'est la richesse du sol qui te la donne. David n'exploite pour l'instant que les bois du domaine public, mais très bientôt également ceux des domaines privés. Donc là dans la scierie, on n'exploite que les pins, tu vois, principalement les pins. Je pense qu'on sera amené après à exploiter, parce que le travail de la scierie, c'est une gestion aussi de l'écosystème. Hein. Donc tu vois en bas là, si tu regardes bien, ce qui est vert foncé, hein, les touffes vert foncé, c'est du faux pistachier. Ça, c'est quelque chose qui a été planté, qui devient un peu envahissant, donc qui n'existait pas aussi avant. Tu dois en laisser, mais tu dois faire attention parce qu'il a tendance à gagner beaucoup d'espace, il faut le contrôler un peu. Et tu as aussi les autres grands arbres que tu vois en lisière là-bas de forêt de pin. Tu vois, il y a un arbre qui fait un peu africain là, qui est en dessous, mais tu vois, qui prend beaucoup de surface. Ça, c'est du falcata, ça a été planté aussi. Et lui, je pense qu'on va être amené à le contrôler un peu parce que sinon, il va envahir tout le monde. Le plus gros de la production de la scierie de Hivaoa est destiné à Tahiti. Il est transporté régulièrement par les goélettes qui desservent les marquises. La commande de bois marquisien vient d'être livrée à Paea, à la menuiserie de Fabien Vasseur et Étienne Montagnon. Ils fabriquent beaucoup de charpentes qui équipent toutes sortes de constructions, comme celle du nouveau faré du parc de Fa'aa. Donc c'est un projet de parc à Fa'aa. Donc justement, on est en train de tailler toutes ces pièces-là qui sont à la machine en bas, en train d'être taillées voilà, numériquement par la machine. Donc tous ces bois-là sont en pin de Polynésie. Ils sont arrivés des marquises et on fait tous les usinages à la machine, les coupes et les perçages qui permettent la fixation. Ici, on travaille à l'aide des nouvelles technologies. Les employés sont donc qualifiés pour travailler avec ces nouveaux outils. Après mon CAP à Makemo, je suis venu en bac pro ici à Fa'aa. J'ai fait 3 ans en bac pro. J'ai eu mon bac et après je suis parti en France. Et c'est en France que j'ai appris à utiliser le logiciel qu'ils utilisent ici pour dessiner. Du pupitre, je peux demander à la machine de me tailler les pièces que j'ai dessinées au bureau. Pour construire des poutres de grande taille ou encore des poteaux, les charpentiers ont une astuce, le lamelé-collé. Pour cela, Fabien et Étienne disposent d'un deuxième site situé à Papara. On est ici dans notre deuxième atelier à Papara. C'est plus un atelier de production de produits semi-finis.
c'est-à-dire lamellé-collé, contre-collé et bois abouté. Donc on reçoit des produits bruts, on les passe en machine pour les raboter. C'est le fait de les calibrer en épaisseur, en l'occurrence ici. Et après, le but, c'est de pouvoir les assembler en plusieurs unités afin de créer des produits lamellé-collé ou contre-collé. L'avantage du lamellé-collé, c'est que le poteau il sera toujours droit, il n'y aura pas de torsion, il n'y aura pas de fente. Et esthétiquement, déjà, c'est plus joli, mécaniquement, c'est mieux. Et nous, ça nous permet d'avoir un rythme d'usinage et de fabrication en continu. On peut faire les longueurs qu'on veut aussi, donc pour la machine là-bas, c'est plus intéressant. Et ça nous permet de faire des poutres de 8,50 m jusqu'à 12 mètres, parce que notre banc fait 12 mètres. Une version industrielle de la charpente bois et de la construction bois. Même si on est encore obligé d'importer ce type de structure complexe, la quantité et la qualité de production de bois local permet d'espérer que dans un avenir proche, le Fénois soit en mesure de réduire considérablement les importations de bois. On ne peut pas être indépendant, mais on peut couvrir un tiers des importations, ce qui est déjà un volume assez important. Et donc s'amener par là même une certaine autonomie, surtout aujourd'hui où l'on voit que les délais de commande sont à 9 mois en Nouvelle-Zélande, que les États-Unis exportent plus de bois. Aujourd'hui, on n'est pas loin de 10%, mais il faut savoir qu'il y a 4-5 ans, on était à peine à 1%. Donc il y a eu une progression vraiment forte, mais on reste encore faible. Le basculement devrait se faire avec la mise en exploitation du massif de Tovy aux Marquises. On va dire que c'est dans les 3-4 prochaines années où on devrait passer progressivement jusqu'à 35% de la couverture de nos besoins par du bois local. Le développement de la filière bois demande un personnel qualifié. On ne devient pas scieur, bûcheron et encore moins affûteur par hasard. Si les formations généralistes sont dans l'ensemble réalisées par l'enseignement classique, la maîtrise, elle, passe par un apprentissage dispensé par les professionnels eux-mêmes. Et c'est une chance pour bon nombre de jeunes Polynésiens. Ce sont les entreprises justement qui sont là, comme nous, comme les charpentiers, qui sont en train de former les jeunes qui sont là. Je pense que c'est un métier d'avenir, de toute manière c'est un métier d'avenir. Le bois, il est là, il faut l'utiliser et nos jeunes sont là, ils ne demandent qu'à travailler en fait. Et comme William est venu ici, ça fait maintenant 3-4 mois. Et lui, il baigne en plein dedans, il apprend, il adore, il a envie, il veut savoir et nous, on le sent qu'il veut avancer. Donc c'est pour ça qu'on va lui permettre d'aller plus loin dans la démarche. D'ailleurs, la démarche de l'affûtage, la démarche du sciage, et il va s'imprégner de tout ça. Je l'ai déjà fait avec un de ses collègues et il adore. Je veux dire, par là, il est en plein dedans, quoi. Et il est fier. Il est surtout fier. Et moi, je suis content quand le type me dit merci. Voilà. Pour moi, je suis au bout de ma transmission. Et c'est vraiment c'est ce que je recherche, quoi. La scierie de Papara travaille essentiellement le pin caraïbe. C'est un bois qui offre des qualités supérieures au bois importé, ce qui permet de l'exploiter dans sa totalité, chaque partie de l'arbre étant utilisée. La partie la plus dure dans le pin de Polynésie, c'est les dosses. Donc, dans les dosses, on fabrique des tuiles en qualité mécanique C24. Et si on a trop d'écorce ou qu'on a des déchets dans ce bois avec des nœuds, on fabrique des palettes. L'approvisionnement en bois reste la préoccupation de toutes les scieries. Aujourd'hui, Emmanuel exploite une forêt arrivée à maturation, pas très loin de Papara. C'est une aubaine pour la filière et aussi pour l'écologie. Oui, c'est le système écologique de la forêt. Hein.
Donc on abat les arbres quand ils sont à maturité, on en replante comme ça, ils restockent du carbone. Et ce carbone, il est emprisonné dans les constructions, dans les maisons, dans les ouvrages d'art qui sont réalisés après avec tout ce bois. Si on ne fait rien, les arbres meurent au bout de 40 ans, tombent et le carbone se délaye dans la forêt avec le pourrissement du bois. La Polynésie compte plus de 120 îles, soit 3500 km², dont 2000 de forêt. La filière a des ressources quasi inépuisables si elle est bien gérée. Les acteurs polynésiens de la filière ont à cœur de l'exploiter pour une économie durable.